Selon l'expression habituelle, les affaires juridictionnelles doivent être traitées par une juridiction indépendante et impartiale. C'est cette idée qu'on retrouve à l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Nous avons déjà évoqué la question de l'impartialité lorsque nous avons envisagé la modernisation de la justice administrative et en particulier la question de sa légitimité. Nous avons dit que le Conseil d'État fait de l'impartialité et de l'indépendance des règles essentielles de la procédure administrative contentieuse. Il s'agit dans cette vidéo d'envisager le contenu du principe, puis les mécanismes permettant de garantir cette impartialité. Grand 1, le contenu du principe. Pour rappel, être impartial, c'est n'avoir aucun préjugé ou parti pris à l'égard de l'affaire en cause. Nous avons dit que l'impartialité s'imposait à deux niveaux, d'un point de vue objectif et d'un point de vue subjectif. Envisageons donc ces deux conceptions successivement. Grand A, l'impartialité objective. D'un point de vue objectif, l'impartialité exige que le juge n'ait pas, dans le cadre de fonctions antérieures, déjà eu à connaître du litige. Ce sont donc des considérations organiques et fonctionnelles qui sont ici prises en compte pour s'assurer que le juge est impartial. Cette question de l'impartialité objective a soulevé des questions concernant la dualité fonctionnelle du Conseil d'État. De nouvelles règles ont été ajoutées, on l'a déjà vu, dans le Code de justice administrative pour mieux séparer les fonctions administratives et les fonctions juridictionnelles de cette juridiction. Je vous renvoie à la vidéo numéro 7 pour le détail de ces éléments. Nous ne redonnerons ici qu'un seul exemple, l'article R 122-21-1 du Code de justice administrative, qui interdit à un membre du Conseil d'État de participer à un jugement d'un recours dirigé contre un acte administratif pris après avis du Conseil d'État, s'il a pris part à la délibération de cet avis. Mais la dualité fonctionnelle du Conseil d'État n'est pas le seul point susceptible de contrevenir au principe d'impartialité. Bien d'autres situations soulèvent des interrogations qui ne sont pas résolues dans le Code, mais par la jurisprudence. Sans ignorer le principe d'impartialité objective, le Conseil d'État a développé une jurisprudence assez souple afin de ne pas complexifier la gestion des affaires au sein des juridictions administratives. Ainsi, le Conseil d'État admet qu'un même juge puisse exercer plusieurs fonctions juridictionnelles sur la même affaire. Un juge peut ainsi exercer les fonctions de juge des référés, puis celles de juge du fond sur la même affaire. Ceci résulte d'un avis du Conseil d'État du 12 mai 2004, commune de Rogerville. Il peut aussi exercer les fonctions de rapporteur public sur cette affaire lors du jugement au fond, après avoir exercé pourtant des fonctions de juge des référés. Cela résulte d'un arrêt récent du 5 juillet 2017. De même, un juge peut se prononcer sur une demande d'aide juridictionnelle, puis appartenir à la formation de jugement statuant sur le litige. Enfin, un membre du Conseil d'État peut s'être prononcé sur une demande de sursis à exécution d'un jugement dans le cadre d'une procédure d'appel, c'est une procédure que l'on reverra plus tard, puis ensuite connaître du litige dans le cadre d'un pourvoi en cassation. Conseil d'État du 26 novembre 2010, Société Paris Tennis. Mais cette jurisprudence connaît des limites. Le juge, ainsi par exemple qui a connu une affaire en premier ressort, ne peut pas en connaître en appel. Conseil d'État du 30 novembre 1994, l'arrêt Pinto. Ensuite, un même juge ne peut pas non plus exercer plusieurs fonctions de juge des référés sur la même affaire. Ainsi, le juge ayant statué sur un référé provision ne peut pas ensuite se prononcer sur un référé mesure utile, posant la même question. Arrêt du Conseil d'État du 7 décembre 2006, l'arrêt Séné. De même, un juge ayant statué sur un référé précontractuel ne peut pas statuer ensuite sur un référé suspension relatif au même contrat. Conseil d'État du 3 février 2010, Communauté de communes de l'Arc Mosellan.
Enfin, concernant la règle vue précédemment selon laquelle le juge des référés peut normalement connaître de l'affaire au fond par la suite, le Conseil d'État réserve le cas où il apparaît, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance rendue par le juge des référés, que celui-ci est allé au-delà de ce qu'implique nécessairement son office, et qu'il a ainsi préjugé l'issue du litige. Tel est le cas lorsque, par exemple, le juge des référés suspension a pris position de manière précise dans son ordonnance sur la validité des moyens soulevés devant le juge du fond, Conseil d'État du 4 février 2008. Ainsi, le Conseil d'État fait preuve de pragmatisme et s'autorise à interdire à un juge des référés de statuer au fond dans la même affaire en fonction de la manière dont il a exercé ses fonctions de juge des référés. Venons-en à l'impartialité subjective. Donc, grand B, l'impartialité subjective. D'un point de vue subjectif, l'impartialité signifie que le juge saisi ne doit pas avoir de lien personnel avec l'affaire. Cela interdit donc l'existence de relations privées avec l'une des parties ou avec le litige lui-même. Les hypothèses sont multiples. L'impartialité peut être mise en cause lorsque le juge a des liens familiaux ou encore amicaux avec l'une des parties, lorsque le juge a exprimé publiquement des opinions sur le litige, ou encore lorsque le juge est matériellement intéressé par la décision. L'exigence d'impartialité subjective a été renforcée par la loi du 20 avril 2016, relative à la déontologie des fonctionnaires, qui a introduit la notion de conflit d'intérêts dans le Code de justice administrative. L'article L. 131-3 définit cette notion. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Or, il est prévu par le Code que les juges administratifs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. Le Collège de déontologie de la justice administrative, institué en 2012, est d'ailleurs régulièrement saisi de situations pour lesquelles il doit dire s'il y a ou non conflit d'intérêts. Par exemple, il a été saisi par une magistrate administrative qui souhaitait savoir si elle doit s'abstenir de traiter des affaires dans lesquelles intervient un cabinet d'avocats auprès duquel son mari a posé sa candidature pour devenir juriste. Le collège a répondu positivement. Cela nous amène précisément au mécanisme permettant de garantir l'impartialité des juges administratifs. Donc, grand 2, les mécanismes garantissant l'impartialité. Le Code prévoit un certain nombre de procédures qui permettent d'assurer préventivement l'impartialité objective et subjective du juge administratif. Ces mécanismes préventifs consistent à empêcher un juge, dont l'impartialité est mise en cause, à siéger dans la formation de jugement. Certains de ces mécanismes sont à l'initiative du juge lui-même, d'autres à l'initiative des parties. Concernant les procédures à l'initiative du juge, il existe d'abord le déport individuel, qui est prévu à l'article R 721-1. C'est l'hypothèse dans laquelle un juge décide de ne pas siéger pour le jugement d'une affaire, car il estime que son impartialité n'est pas assurée. Dans ce cas, il se fait remplacer par un autre magistrat de la juridiction, désigné par le président de la juridiction à laquelle il appartient. Ce déport individuel trouve une nouvelle assise textuelle pour les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans l'article L 231-4-3 qui est issu de la loi du 20 avril 2016 et qui précise que le magistrat qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer au jugement de l'affaire concernée.
Le même article permet désormais au président d'une juridiction, d'une cour ou d'un tribunal, d'inviter à ne pas siéger un magistrat dont il estime, pour des raisons qu'il lui communique, qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts. Les mêmes règles ont été instituées par la même loi à l'égard des membres du Conseil d'État et elles figurent à l'article L. 131-9. Il existe ensuite, après le déport individuel, un déport collectif possible prévu à l'article R. 312-5. Le président d'un tribunal saisi d'un litige peut estimer qu'il existe une raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal. Dans ce cas, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'État, qui en attribue alors le jugement à une autre juridiction qu'il désigne. La même procédure existe pour les cours administratives d'appel à l'article R. 322-3. Concernant ensuite les procédures à l'initiative des parties, il est prévu à l'article L. 721-1 que toute partie peut récuser un juge de la formation de jugement s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. La récusation peut aussi concerner le rapporteur public. Cette procédure de récusation est détaillée aux articles R. 721-1 et suivants. En quelques mots, la demande doit être faite avant la fin de l'audience. Elle est soumise à la juridiction qui peut l'accepter ou la refuser par une décision non motivée. Et c'est à l'occasion de l'appel contre le jugement rendu au fond que la partie peut éventuellement contester la décision relative à sa demande de récusation. À côté de la récusation individuelle, il existe par ailleurs une procédure de récusation de la juridiction saisie dans son ensemble, s'il existe un doute sur l'impartialité de tous ses membres. Cette procédure n'est pas prévue par le Code de justice administrative, mais elle résulte de la jurisprudence, plus précisément d'un arrêt du Conseil d'État du 8 janvier 1959, commissaire du gouvernement, près le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. On parle alors de renvoi pour cause de suspicion légitime. La demande doit être adressée à la juridiction supérieure avant que la juridiction saisie ait rendu sa décision, afin que la demande soit renvoyée à une autre juridiction de même niveau. Deux remarques sur cette procédure. D'abord, elle n'est pas possible devant le Conseil d'État, puisque celui-ci est au sommet de la juridiction administrative. Il ne serait donc pas possible d'attribuer l'affaire à une autre juridiction. Ensuite, pour les juridictions administratives spécialisées uniques, il n'est pas non plus possible d'attribuer l'affaire à une autre juridiction de même niveau. Cependant, la récusation reste possible car dans ce cas, c'est la juridiction supérieure, saisie de la demande de récusation, qui se prononce sur le litige à la place de la juridiction récusée. Cela résulte d'un arrêt du Conseil d'État du 18 juin 2010, l'arrêt Biopal. En conclusion, il faut préciser que le manquement au principe d'impartialité peut être soulevé en dehors de ces procédures de récusation préventive. En d'autres termes, si la partie qui doute de l'impartialité de l'un des membres de la juridiction n'a pas demandé sa récusation, elle dispose d'un mécanisme a posteriori qui n'est autre que les voies de recours traditionnelles que sont l'appel et la cassation. En effet, le manquement au principe d'impartialité par la formation de jugement entache sa décision d'irrégularité. Par conséquent, les parties peuvent intenter un appel ou un pourvoi en cassation en invoquant le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité. Si le moyen est retenu,
Il permettra d'obtenir l'annulation du jugement rendu et le réexamen de l'affaire.